Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à part, chronique pendant laquelle nous parlons de tout ce qui se passe en France et partout ailleurs et qui a un lien avec la féminité, la décence vestimentaire, les relations hommes-femmes, la théorie du genre et plein d'autres choses encore. Donc évidemment, ne manquez pas ces rendez-vous du mercredi. Et pour commencer, aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle positive. Mais juste avant, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner en cliquant sur le lien qui est juste en dessous, enfin le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo. En plus des chroniques d'actualité le mercredi, il y a donc les podcasts le vendredi, mais également des présentations de livres, des témoignages, des entretiens avec des personnes passionnantes et sur des sujets passionnants. Donc pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne. Alors je vous le disais, pour une fois, j'ai une nouvelle positive à partager avec vous. Il s'agit de la paroisse Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris qui lance des maraudes auprès des prostituées. Donc à Paris, c'est une paroisse parisienne. Et avec la conférence Saint-Vincent-de-Paul qui s'occupait déjà, j'imagine, des personnes en situation précaire, ils ont décidé d'organiser des maraudes auprès des prostituées. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les maraudes, généralement ce sont des groupes de personnes qui partent avec des thermos de café, pourquoi pas des petites choses à manger, et autres soutiens matériels, des couvertures si besoin. Généralement ça se fait auprès des personnes sans domicile fixe, et donc voilà, des groupes de jeunes ou de moins jeunes qui parcourent les rues de leur ville pour apporter un petit peu de réconfort, alors à la fois matériel, puisqu'il y a le côté j'offre un café chaud, j'offre un sandwich, voilà, pourquoi pas une couverture, et le côté on discute, on échange, ça réchauffe un petit peu le cœur, pourquoi pas donner des aides aussi, enfin indiquer des foyers ou des choses comme ça, donner des aides sociales. Voilà ce qu'on appelle une maraude, et donc la conférence Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse Saint-Nicolas a décidé de faire cela auprès des prostituées. Donc il y a une réunion de lancement qui se fera, enfin pour vous du coup c'est passé vu la date à laquelle je publierai cette chronique, mais donc le lancement s'est fait le 4 décembre. Si cela vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je ne sais pas quel lien encore, mais je vous mettrai peut-être le lien Facebook de la page de Saint-Nicolas du Chardonnay. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez leur demander plus de renseignements directement sur leur page Facebook. Et donc, en fait, ils expliquent quand même sur leur présentation justement de ces maraudes que aussi paradoxal que cela puisse paraître, je lis leur publication, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces femmes mais aussi ces hommes sont pour la majorité croyants et souvent pratiquants. Les associations qui s'occupent de ces personnes leur fournissent du matériel pour leur activité, super, leur apportent un soutien administratif, juridique et psychologique, mais la dimension spirituelle est négligée. Le spirituel est pourtant une part importante de la personnalité des prostituées et souvent une première étape pour sortir du cercle vicieux de la prostitution. Donc voilà, pas mal elles sont demandeuses en catéchisme, etc. Ça leur fait une bouffée d'oxygène. Donc voilà, après ils expliquent comment ça se passe. Voilà, et ils disent l'objectif n'est pas de lancer une croisade contre cela, mais d'être les meilleurs instruments possibles entre les mains de notre Seigneur pour ramener les brebis égarées dans le troupeau. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une initiative intéressante qui est vraiment là justement pour aider les femmes et les hommes qui tombent dans ces cercles vicieux. Et voilà, si ça vous intéresse comme initiative ou si ça vous inspire, soit vous pouvez participer, soit ça vous inspirera peut-être pour créer d'autres choses. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, si vous ne pouvez pas participer matériellement ou que vous n'êtes pas à Paris ou peu importe, vous pouvez toujours prier pour ces personnes, pour ces femmes, et prier également pour toutes les personnes qui les aident, tout simplement pour qu'elles soient bien inspirées, que le Saint-Esprit travaille bien, et voilà, faire le plus de bien possible et ramener les brebis égarées, comme c'est très bien dit dans cette publication donc de Saint-Nicolas du Chardonnay. Je vous mets le lien en barre d'infos.
Autre petite nouvelle, alors là j'ai 2 choses à partager avec vous sur des publications de la page Facebook Oser le féminisme. Je vous en avais parlé il y a quelque temps déjà du film Unplanned, donc non planifié, qui était sorti maintenant il y a quelque temps, et ce qui avait fait une grande polémique, donc c'est un film sur l'avortement, et ce qui avait fait une grande polémique, c'était que la chaîne C8, je crois, de mémoire, avait diffusé ce film à une heure, je sais pas comment on appelle ça, pas une heure de pointe, mais enfin une heure de grande écoute, quoi, un soir normal, en horaire normal. Et donc, évidemment, toutes les féministes s'étaient insurgées. Le CSA avait été saisi, et là, il se trouve que le CSA a répondu, et évidemment, ils émettent une petite réserve en disant qu'effectivement, le film n'aurait pas dû être diffusé à une heure de si grande audience, parce qu'il y a des scènes qui pouvaient choquer les mineurs de moins de 12 ans, pardon, donc les personnes de moins de 12 ans, mais pour autant, voilà, il n'y a pas d'autre problème que celui-là à la diffusion de ce film, donc évidemment ça fait scandale. Si le sujet vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos les podcasts que j'avais fait à ce sujet-là. Il y a également une chronique d'actualité dans laquelle j'avais parlé de ce film, donc je vous retrouverai les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Si cela vous intéresse, si vous voyez que j'oublie de mettre les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à me le préciser, à me le dire en commentaire, comme ça je vous retrouve les liens. C'est vrai qu'entre le moment où j'enregistre et le moment où après je fais le montage et je mets en ligne, parfois il s'écoule quelques heures ou même plus, et donc j'oublie que je dois mettre ces liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me le rappeler si vous ne les voyez pas juste en dessous de cette vidéo. Et donc là, ce qui est intéressant, un peu triste, hein, mais intéressant, dans cette publication d'Oser le féminisme, donc ils réagissent à cette décision du CSA, et donc ils disent que c'est un film de propagande produit par une société de production ultra-conservatrice rattachée à l'église évangélique américaine. Donc, le film a pour but de diaboliser l'avortement pour dissuader et manipuler les femmes qui pourraient être concernées et culpabiliser et pointer du doigt celles qui y ont recours. Alors étant donné que ça raconte une histoire vraie, bon, je ne vois pas en quoi... Enfin voilà, pour moi c'est la réalité, tout simplement, c'est le reflet de la réalité. Et puis, diaboliser... Enfin, étant donné que ça montre ça montre la réalité, si ça dissuade les femmes d'avoir le recours à l'avortement, bon bah c'est peut-être que l'avortement en lui-même, du coup, fait peur, ou je ne sais quoi, mais dans l'absolu, ça décrit juste la réalité, le film, donc voilà. Mais bon, je ne vais pas reprendre le film, vous pouvez écouter les chroniques et les podcasts dans lesquels j'en avais parlé si cela vous intéresse, mais elles disent notamment qu'il y a des séquences irréalistes et mensongères, par exemple une scène dans laquelle un embryon se débat pour échapper à un avortement, et en fait ça s'est vu de nombreuses fois, ce genre de scène est dans la réalité, encore une fois, donc non, ça n'est pas exagéré. Et voilà, il y a beaucoup de choses au contraire où les femmes se voilent un petit peu la face sur ce qui se passe réellement, notamment sur la souffrance d'un embryon. Ça aussi, ça a été prouvé qu'un embryon peut souffrir et ressentir la souffrance. Donc évidemment, vu ce qu'on lui fait dans un avortement, évidemment il souffre. Après, il peut pas l'exprimer, il peut pas crier encore ni quoi que ce soit, mais il l'exprime comme il peut. Voilà, malheureusement, c'est bien triste. Et donc... L'IVG, alors Oser le féminisme conclut sa publication en disant « L'IVG est un droit fondamental pour toutes les femmes, nous comptons bien nous battre contre toute propagande de désinformation anti-IVG ». Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment de désinformation, c'est juste de la réinformation, au contraire. Et justement, ce qui serait beaucoup plus juste, ça serait de montrer aux femmes des alternatives, de leur proposer autre chose, de les accompagner, plutôt que de les forcer, ou en tout cas de leur mettre la pression pour qu'elles ne suivent qu'une seule voie qu'on leur propose. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que le CSA, finalement, ne va pas dans le sens de toutes ces associations féministes qui pourtant vraiment mettent la pression et ont un gros pouvoir de décision quand même, en tout cas d'influence. Autre publication de la page Facebook Oser le féminisme, encore une fois sur un sujet épineux qui est celui de la contraception définitive, donc notamment la ligature des trompes ou la vasectomie, toutes ces
techniques, entre guillemets, qui permettent de stériliser la femme de façon définitive, contrairement à, je ne sais pas, la pilule, le stérilet, ou le préservatif, ou toute autre solution contraceptive qui serait momentanée. Voilà, là, on parle de vraiment de se stériliser ad vitam aeternam, quoi, pour toute la vie. Il n'y a pas de retour en arrière. Et donc, elle dénonce le fait que pour toutes les femmes qui veulent avoir recours à ces opérations de stérilisation définitive, c'est un parcours semé d'embûches, et elle dénonce les tentatives de dissuasion de certains praticiens. Alors, c'est apparemment la contraception définitive est autorisée par une loi du 4 juillet 2001. Bon, ça je ne savais pas. Elle est ouverte à toutes les personnes majeures après un délai de réflexion de 4 mois. Et apparemment, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'il y a vraiment des gynécologues qui hésitent énormément qui essayent d'un peu dissuader les femmes, ou en tout cas leur demandent vraiment de réfléchir avant de faire ça. Et il y en a beaucoup de gynécologues notamment on me disait que j'allais finir par changer d'avis, qu'une femme c'est fait pour avoir des enfants, et elle trouvait ça très infantilisant. Moi personnellement, je trouve que au-delà du caractère moral ni quoi que ce soit, là je me positionne vraiment sans parler de morale ni de religion. Effectivement, quand on sait que c'est une opération qui dans la plupart des cas, en tout cas, n'est pas une opération nécessaire pour la santé, qui est une opération grave, importante, qui ne permet pas de retour en arrière, qui n'est pas non plus indispensable pour la santé, c'est-à-dire parfois il y a des situations d'urgence qui font qu'on est obligé effectivement de ligaturer les trompes ou de faire une vasectomie, mais pour d'autres raisons médicales, et voilà, ça c'est autre chose, mais là je parle vraiment de celles où c'est juste un moyen de contraception. Quand on sait que ça n'est pas forcément nécessaire, qu'il n'y a pas de retour en arrière, et souvent les femmes, là en l'occurrence la femme qui se plaignait disait qu'elle avait 25 ans, et qu'elle a attendu 6 ans avant que sa demande aboutisse. Ça veut dire qu'en fait, à peine a-t-elle été majeure qu'elle a voulu le faire. Donc c'est pas comme si c'était une femme de 50 ans, par exemple, qui demandait la même chose. Là, c'est une femme qui est en période de pleine fertilité. Évidemment, moi ça me paraît évident, c'est tout à fait normal et logique qu'il y ait ce délai de réflexion, ce délai de 4 mois, et puis qu'ensuite le gynécologue essaye de conseiller au mieux. Et un gynécologue qui dit mais après vous allez changer d'avis, etc. Bon, déjà peut-être qu'il connaît les femmes, et peut-être qu'il a déjà eu d'autres patients justement qui après ont regretté leur geste, qui finalement ont voulu revenir en arrière. Et puis je suppose que ça dépend aussi de la personne si on est en couple ou pas, avec qui, Bon, je pense que ça influe aussi sur le désir ou non d'avoir des enfants, l'âge également. Et donc moi personnellement, je comprends très bien que, au-delà de toute considération religieuse ou morale, c'est tout à fait compréhensible qu'on demande qu'il y ait ce délai et qu'on essaye de dire aux femmes qu'il faut qu'elles réfléchissent à 2 fois. Voilà, elles disent notamment la société reste dans l'idée que les femmes veulent toutes des enfants. Et quand on dit que non, ça fait un bug dans la matrice. La société patriarcale perpétue l'idée que les femmes sont faites pour avoir des enfants. En fait, la société patriarcale, c'est la nature. La société patriarcale perpétue l'idée. Non mais c'est la nature. Le fait qu'on ait nos règles tous les mois et que tous les mois on ait un cycle complet qui prépare notre corps éventuellement à avoir un enfant, en tout cas à partir de la puberté à la ménopause, ça c'est pas la société patriarcale a priori, ça n'est pas non plus une construction sociale, je pense, vous me corrigez si je me trompe, mais voilà, on peut quand même pas tout mettre sur le dos de la société patriarcale, donc non, c'est les femmes et pas les hommes qui sont faites pour porter des enfants, c'est inscrit dans le corps même de la femme, là je parle pareil, au-delà de toute considération d'instinct maternel, d'envie d'avoir des enfants, ni quoi que ce soit, là je parle vraiment d'un point de vue purement biologique. C'est comme ça, il y a aussi des saisons de la fertilité, des moments où on est plus ou moins fertile, donc non, ça c'est pas la société patriarcale. Et donc, elle conclut en disant l'idée qu'une femme ne devienne pas une mère au cours de sa vie n'est pas encore acceptée dans notre société. Effectivement, ça je pense que c'est quelque chose qui va mettre du temps sûrement à être accepté, parce que la nature et le bon sens font que quand même, heureusement,
Certaines personnes restent encore équilibrées et sensées, mais voilà, il y a des femmes effectivement qui n'ont jamais d'enfants et c'est comme ça, qui n'en veulent pas, ou voilà, là n'est pas tellement la question, mais là c'est plutôt l'idée de voir jusqu'où elles vont dans leur raisonnement et dans leur vision du patriarcat qui est toujours de la société patriarcale qui est vraiment responsable de tout, et sur un sujet aussi délicat que celui-là, ouais. Pourquoi on n'essaierait pas plutôt par exemple de responsabiliser les hommes, de se responsabiliser soi aussi en ne faisant pas n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe quand? Pourquoi s'engager avec quelqu'un si on n'est pas prêt à accueillir un enfant, même si celui-ci arriverait par surprise? Mais bon, tout ce genre de questions auxquelles on peut réfléchir longtemps sans forcément avoir de réponse, parce qu'il faut dire que ça n'est pas forcément très logique dans l'esprit des féministes. Autre actualité, merci à la personne qui m'a envoyé cet article de Libération. J'en profite pour vous dire qu'évidemment vous pouvez m'envoyer les articles sur lesquels vous tombez, les actualités auxquelles vous pensez. Si vous voyez des choses intéressantes qui pourraient faire l'objet d'une chronique, là en l'occurrence c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé cet article que je n'avais pas vu et que j'ai trouvé intéressant et qui s'appelle Mode masculine au nom de la robe. Et en fait cet article parle du fait que certaines célébrités masculines n'hésitent plus à jouer avec les codes des genres en adoptant une garde-robe féminine. Donc ils appellent ça un positionnement gender fluide. Voilà. Et donc là on voit une photo notamment de l'acteur ou c'est un chanteur, Harry Styles, je ne sais plus, une célébrité en tout cas américaine qui au Met Gala en 2019 portait des chaussures un petit peu masculines, enfin comme des derbies mais à talons hauts, un pantalon qui pouvait être un peu comme un pantalon de comment on dit, pas de tailleur, au contraire de costume, et en fait c'est comme une combinaison qui en bas est assez masculine mais avec un haut, avec des dentelles, de la transparence, puis il porte des boucles d'oreilles et en même temps il est pas maquillé ni quoi que ce soit, enfin vous voyez c'est pas comme un transgenre mais vraiment un homme juste qui met des boucles d'oreilles, du vernis à ongles, des chaussures à talons et une combinaison très féminine, mais voilà quoi, qui reste homme. Et donc l'article analyse tout cela en disant que c'est vraiment à la mode. Et ce qui est rigolo c'est que dans le dernier paragraphe, le chanteur, donc c'est bien un chanteur, Harry Styles, disait « Il y a des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes. » Oh, mais dites donc, quelqu'un qui dit ça à l'heure actuelle, c'est quand même rare. Donc il le reconnaît, il dit « Il y a des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes. Et une fois que vous faites sauter les barrières, il y a tout un champ qui s'ouvre au sein duquel vous pouvez vous amuser. » Bon, voilà, évidemment. Donc pour eux, c'est la masculinité a le droit de se féminiser, c'est un signe fort pour l'inclusivité, etc., etc. Bon, tous les mots qui sont bien à la mode. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de se dire que quand je parle, moi, de la robe, de la jupe, qui sont des vêtements typiquement féminins, quand on parle d'identité visuelle masculine, féminine, voilà, très souvent j'ai beaucoup de personnes qui s'opposent à moi et qui trouvent que j'ai tort. Alors deux choses intéressantes, d'une part c'est le port des robes ou des jupes par les hommes. En fait pour le moment ça choque, ou la façon dont lui est habillé, en l'occurrence c'est une combinaison, donc il y a quand même le côté pantalon, ce qui limite peut-être le choc, mais quand il y a vraiment des hommes qui s'habillent avec des jupes, des mini-jupes courtes, des chaussures à talons, etc., ça nous choque encore, je pense, enfin moi en tout cas, visuellement, parce qu'on n'a pas l'habitude. Effectivement, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, peut-être que vraiment les hommes s'habilleront en jupe ou en robe et que ça ne choquera plus personne. Est-ce que pour autant vous penserez toujours la même chose? Est-ce qu'au bout d'un moment vous vous direz bah non c'est normal, c'est rentré dans les mœurs, c'est oui on peut tous s'habiller comme on veut. Voilà, déjà première chose, je vous propose d'y réfléchir tout simplement. Et puis voilà, enfin je sais qu'il y en a qui diront bah oui peu importe, c'est l'évolution. Bon bah écoutez, si vous pensez ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne pourrais pas plus vous convaincre, mais bon, essayons de réfléchir par rapport au port du pantalon par les femmes. Voilà, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, qui ne choque plus personne, on a toutes connu ça a priori depuis qu'on est toute petite ou presque, donc ça ne nous choque plus. Pour autant, voilà, se remettre à la source, y repenser, qu'est-ce qui s'est passé, les premiers pantalons, etc. J'en ai déjà parlé 1000 fois sur la chaîne et sur le blog, donc n'hésitez pas à creuser le sujet. Je ne vais pas m'étaler maintenant, mais c'est plus pour vous dire, voilà,
Est-ce que au début, quand il y aura des hommes en robe et en jupe, ça vous choquera, mais peut-être qu'après ça ne vous choquera plus. Alors essayez d'avoir le même raisonnement par rapport aux pantalons pour les femmes, ça vous aidera peut-être à comprendre certaines choses que je dis dans mes podcasts. Et deuxième chose, voilà, qu'il y a bien des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes. Et ça, c'est le paradoxe de la société actuelle qui veut faire croire qu'il n'y a pas de genre, qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas de... Comment dire, que tout est pareil, tout peut se mélanger, etc. Mais pour autant, quand on veut revendiquer quelque chose, eh ben on va se baser sur les principes que l'on condamne ou dont on dit qu'ils n'existent pas. Donc il n'existe pas de vêtements masculins et de vêtements féminins, ça n'existe pas, c'est chacun fait comme il veut. Par contre, quand on veut marquer des points, marquer les esprits, eh ben on va prendre un habit quand on va s'habiller avec des habits féminins quand on est un homme et on va s'habiller avec des habits masculins, les codes vestimentaires masculins quand on est une femme. Donc bon, j'aimerais bien comprendre parce que s'il n'y a pas d'habit d'homme et pas d'habit de femme, finalement chacun fait comme il veut, il n'y a pas aucun code à respecter, voilà. Mais bon, peut-être que je comprendrai un jour, hein, j'en sais rien, mais bon, il n'y a pas beaucoup de logique, alors ça peut être dur à comprendre. Autre petite actualité, enfin c'est une publication du compte Instagram Confidentiel qui sort toujours des petites citations, et celle sur laquelle je suis tombée récemment, c'était « Les femmes seront moins pénibles », parce que je vais vous le dire sans vulgarité. Donc sans vulgarité, ça donne « Les femmes seront moins pénibles quand les hommes seront moins bêtes ». Oh là là, il faut vraiment tout traduire avec de la politesse. Bref. Donc, alors, les femmes seront moins pénibles quand les hommes seront moins bêtes. Ça, c'est encore une fois rejeter la faute sur les autres. C'est-à-dire, oui, je suis pénible, mais si je suis pénible, en fait, c'est parce que t'es bête. Donc déjà, il n'y a aucune remise en question. Aucun désir, déjà pour soi-même, juste de s'améliorer, et voilà. Toujours mettre la faute sur l'autre. Bon, après, évidemment, c'est une parole humoristique, mais moi, je trouve qu'elle... Enfin, vu l'engouement que ça provoque à chaque fois, je me dis qu'il y a quand même, je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont foncièrement d'accord avec cette phrase en fait. J'avais fait un podcast qui s'intitule Est-ce à l'homme ou à la femme de changer en premier ? La conclusion étant que c'était à la femme de changer en premier. Je vous invite à l'écouter, ça vous intéressera et ça recoupera un petit peu, je ne vais pas m'étaler là-dessus maintenant, mais voilà, ça recoupera un peu cette petite phrase et ça répondra à cette soi-disant phrase humoristique de Confidentiel que, voilà. Autre, avant-dernière actualité, dernière actualité, ensuite je verrai un dernier point avec vous. Le mot Megxit est désormais interdit, ne sera plus utilisé par la BBC et il faudra le remplacer par Sussexit parce que Megxit c'était considéré comme sexiste et misogyne. Alors, si vous avez suivi, maintenant c'est plus une actualité, hein, ça fait un petit moment que donc Meghan Markle et son époux le prince Harry avaient décidé de quitter la famille royale, maintenant ça fait presque 2 ans je pense, avaient décidé donc de quitter la famille royale et maintenant ils habitent donc aux États-Unis et donc tout le nom que l'on avait donné à cette affaire, vous savez il y a toujours un petit peu des noms qui sortent comme ça dans les médias quand il y a ce genre d'affaires, donc souvent aux États-Unis ça se termine souvent par Gate quand il y a des affaires comme ça. Et voilà, au Royaume-Uni, c'est vrai que comme il y a eu le Brexit, au moment où la Grande-Bretagne avait donc décidé de quitter l'Europe, on avait appelé ça le Brexit, et ça avait été même repris d'ailleurs pour, par exemple, un peu les partisans français qui veulent que la France sorte de l'Europe, c'était le Frexit. Il y avait eu pour d'autres pays comme ça, en fait, parce que c'est une contraction entre Britain et Exit, donc Great Britain et Exit la sortie, qui sort de l'Europe, donc c'était juste à Brexit, puis c'était facile à dire. Donc il y en a après qui ont repris Frexit, etc. Bon, et maintenant c'est un mot qui est un petit peu passé, enfin, c'est une contraction que l'on peut facilement utiliser dans les médias ou ailleurs, pour montrer, voilà, quand on sort ou qu'on part de quelque chose, et donc c'est pour ça que ça avait été appelé le Megxit, donc le Meg de Meghan, et Exit, que voilà, on sort de la famille royale. Et en fait, apparemment, c'est considéré comme sexiste et misogyne. Alors, dans l'article que j'ai sous les yeux, il n'explique pas pourquoi. Moi, je suppose que
c'est misogyne et sexiste parce que ça met la faute en fait sur Meghan Markle. Enfin, ça sous-entend que c'est Meghan Markle qui est sortie ou qui a fait sortir le prince Harry et elle-même de la famille royale. Donc je suppose que c'est pour ça que c'est sexiste et misogyne. Si vous avez une autre explication, vous me le dites, peut-être que je n'ai pas tout compris. Mais désormais, ça sera Sussex It, qui est d'ailleurs beaucoup plus... Ça rend vraiment plus bizarre, c'est plus long. Bon, je trouve ça un petit peu étrange que les médias suivent comme ça. Mais pour montrer que c'est vraiment le couple Sussex, donc, parce que c'est leur titre officiel, duc et duchesse de Sussex. Voilà, c'est pour ça Sussex It. Mais bon, c'est bizarre à dire. Et puis c'est stupide de voir de la misogynie et du sexisme partout, et voilà, on en arrive à des extrêmes, et apparemment c'est quand même le prince Harry lui-même qui avait fait cette sortie là-dessus. Bon, on se demande influencé par qui, mais ça n'avait jamais choqué personne, enfin je ne crois pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler, parce que voilà, on voit de plus en plus vraiment ces accusations de sexisme, de misogynie partout, même pour des choses pareilles en fait, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Je vous montre enfin pour terminer, ça n'est pas une actualité, mais j'étais tombée sur cette photo sur un compte Instagram que je suis, et puis voilà, j'ai décidé de vous en parler. C'était pour comparer une photo de Meghan Markle et Ursula von der Leyen, je crois, si je me souviens bien, la présidente de la Commission européenne. Donc toutes les deux avec un petit peu tous les photos à Bruxelles avec tous les dirigeants européens. Donc tout le monde en costard cravate et en costume cravate, pardon, et Angela Merkel, donc ex-chancelière de l'Allemagne, et Ursula, qui sont elles aussi presque en habit d'homme. Et en fait la seule chose qui les différencie, c'est que au lieu d'avoir une veste noire ou bleu marine comme les autres hommes autour desquels elles sont, eh bien elles ont des vestes, donc Angela beige et Ursula rose poudré. C'est la seule chose qui les différencie des hommes, mais sinon c'est pantalon, cheveux courts, je vais presque dire démarche masculine, enfin voilà, c'est vraiment dommage. Et à côté, une photo de Kate Middleton qui est en robe rose, cheveux longs, lâchés, et aux côtés de, je ne sais pas qui d'ailleurs, je crois que c'est son père à côté d'elle, et les gens autour d'elle, je ne sais pas à quelle manifestation c'était, mais les hommes qui l'entourent sont tous en costume sombre et cravate. Et vous voyez, elle ressort du lot. C'est Anne Lagasse dans une vidéo qui en avait parlé. Maintenant ça date un petit peu, mais peut-être que si vous la suivez depuis longtemps, vous vous souvenez de cette vidéo dans laquelle elle avait parlé d'un film dont le titre m'échappe évidemment, mais je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Elle parlait d'un film sur une mathématicienne de la NASA qui était la seule femme, où elles étaient 2 ou 3 femmes je crois, évidemment dans un environnement très 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 masculin. Et tout au long du film, on voit tous les hommes habillés pareil, évidemment, costumes, machin, et elle, toujours avec des robes, de la couleur des robes, enfin vraiment magnifique. Et Anna avait bien analysé justement le film côté vestimentaire, et le film montrait bien, enfin après c'était un film basé sur des faits historiques, mais montrait bien qu'on pouvait tout à fait être une femme dans un milieu masculin, et s'habiller vraiment comme une femme et agir en tant que femme, et vous voyez, et ça n'enlève rien à notre valeur, et au contraire ça ne peut être qu'une richesse. J'ai d'ailleurs enregistré cette semaine un nouveau témoignage avec l'une d'entre vous, donc qui se reconnaîtra. Le témoignage paraîtra au mois de janvier, et justement on a parlé notamment avec cette lectrice de son travail dans un milieu masculin et de ce qui s'est passé pour elle quand elle a commencé à mettre des jupes et des robes. Donc vraiment très très intéressant ce témoignage. Je vous invite vraiment, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer la sortie de cette vidéo, donc début janvier. Mais c'est un sujet passionnant justement, comment s'habiller dans un milieu masculin. J'en avais également parlé dans un article du blog. Ça fait beaucoup de liens que je dois vous mettre en barre d'infos, j'espère que je n'oublierai rien. Mais voilà, pour terminer un petit peu sur cette comparaison entre ces deux photos et vous montrer que c'est vraiment important de rester féminine en toutes circonstances. Voilà pour la chronique d'actualité de ce mercredi. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à commenter en barre d'infos. Moi je vous livre vraiment, j'allais dire mon opinion, mon analyse, comment je vois les choses, mais n'hésitez pas à compléter.
C'est vraiment super intéressant. La dernière fois, par rapport à la journée internationale de l'homme, vous aviez été nombreux et nombreuses à réagir, à me donner votre point de vue. C'était super intéressant parce qu'à vrai dire, je ne savais pas trop quoi en penser. Donc n'hésitez pas, faites-le également pour cette chronique, commentez. Et n'oubliez pas donc de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.